Chapitre 1, Fondation de sable. Maxwell. Max Blackburn essuya la sueur de son front en chargeant le dernier équipement dans son camion. 20 ans de dur labeur avaient transformé Blackburn Construction, d'une entreprise individuelle, en l'une des entreprises de construction les plus respectées d'Albany. Les callosités sur ses mains étaient des insignes d'honneur gagnés par la détermination plutôt que par un privilège. Son téléphone vibra. Le nom de Laurie s'afficha à l'écran. Max soupira et laissa tomber la messagerie. Son 4e appel manquait de sa femme aujourd'hui. Leur mariage se détériorait depuis des mois. Des disputes éclataient sur tous les sujets, des finances à l'éducation des enfants. Leur fils de 17 ans, Caleb. « Salut, monsieur B », appela Felipe, son contremaître depuis 15 ans. « Vous rentrez à la maison. » Finalement, Max répondit, « Je ferme le haillon. Je dois d'abord passer sur le chantier de Sheffield. » Le visage de Felipe s'assombrit. Madame Blackburn rappela le bureau. Elle semblait contrariée. Max hocha la tête, sans surprise. Laurie était de plus en plus erratique, se plaignant de leur train de vie précaire malgré leur existence confortable de classe moyenne supérieure. La maison de 3 chambres que Max avait construite de ses propres mains était soudain trop petite. Les vacances aux Caraïbes de l'année précédente n'étaient pas assez luxueuses. La berline fiable de leur fils était gênante comparée aux voitures de sport de ses camarades d'école privée. « Je vais m'en occuper », dit Max en grimpant dans son camion. Le trajet jusqu'à la rénovation du manoir de Sheffield lui donna le temps de réfléchir. Il avait rencontré Laurie comme serveuse pendant son apprentissage. Ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. L'ambitieux ouvrier du bâtiment et la serveuse artistique rêvant d'ouvrir sa propre galerie. Ils s'étaient soutenus mutuellement pendant les années difficiles, avaient fêté le premier gros contrat de Max, accueilli Caleb et construit ce que Max croyait être une vie solide. Mais quelque chose avait changé. La chaleur dans le regard de Laurie s'était refroidie. Elle avait commencé à assister à des événements artistiques sans lui. Rentrant à la maison à des heures indues. Leur conversation était devenue transactionnelle plutôt qu'intime. Au domaine de Sheffield, Max trouva Byron Sheffield qui l'attendait. Son costume sur mesure contrastait fortement avec la tenue de travail de Max. « Max, exactement l'homme que je voulais voir !» s'exclama Sheffield en lui tapant sur l'épaule. « Les rénovations sont magnifiques. » Talia est ravie. Max hocha la tête d'un air professionnel. « Ravi de l'apprendre. Nous sommes dans les temps pour terminer la semaine prochaine. En fait, c'est de ça que je voulais parler. Nous organisons un gala le mois prochain. J'ai pensé que vous voudriez venir. Amenez votre charmante épouse. J'apprécie l'invitation, mais c'est absurde. Vous devez absolument y aller. Votre femme, Laurie, n'est-ce pas? Il avait semblé très intéressé quand Talia l'a mentionné lors de son exposition à la galerie le mois dernier. Max se figea. Ma femme était à votre exposition. Le sourire de Sheffield s'estompa légèrement. Oui, avec ce marchand d'art. J'imaginais que vous saviez. Plutôt connaisseur en art moderne. Votre femme. Max garda son calme pendant le reste de la conversation, mais son esprit s'emballa. Laurie n'avait pas mentionné avoir assisté à une exposition avec un marchand d'art. En rentrant chez lui, Max appela la galerie de Laurie. Son assistante, Monica, répondit « Salut Monica, c'est Max, Laurie est toujours là. » Oh, non, monsieur Blackburn. Elle partit tôt. Elle dit qu'elle avait rendez-vous avec un investisseur potentiel. L'hésitation dans la voix de Monica attisa encore plus les soupçons de Max. De retour chez lui, Max trouva la maison vide, à l'exception de Caleb, assis penché sur son ordinateur portable au comptoir de la cuisine. Ses écouteurs sans fil le protégeaient du monde extérieur. « Salut », dit Max en tapotant l'épaule de Caleb. Caleb sursauta et sortit un écouteur. « Quoi ? Où est ta mère ?» Caleb haussa les épaules. « Quelque chose. Il reste de la pizza. » Max prit une bière dans le réfrigérateur et s'appuya contre le comptoir. « Comment se passe l'école ? » Bien. La saison de baseball commence bientôt, non ? Premier match la semaine prochaine. Caleb ferma son ordinateur portable. « J'ai quitté l'équipe. » Et toi, quoi ? Pourquoi ? C'est une perte de temps. L'entraîneur est un idiot et je dois me concentrer sur mes candidatures à l'université. Max ravala sa frustration. Le baseball,
C'était leur truc depuis que Caleb avait 5 ans. Tu n'as pas pensé à m'en parler d'abord? Maman a dit que c'était ma décision. Bien sûr qu'elle l'a fait. Max a marmonné. Qu'est-ce que ça veut dire? A rétorqué Caleb. Rien. J'aurais juste apprécié de prendre part à la conversation. Caleb a levé les yeux au ciel comme si on était toujours là pour discuter. Je travaille, Caleb. Je construis quelque chose pour cette famille. Bref. Maman dit qu'on aurait pu avoir plus si tu n'étais pas si têtu à accepter de plus gros projets. La remarque a été piquante. Max avait délibérément gardé son entreprise gérable, privilégiant la qualité à la quantité et préservant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il y a plus que l'argent dans la vie, a dit Max et dit ça au père de Brad. Il vient de lui offrir une Mustang pour son anniversaire. Max a serré les mâchoires. Le père de Brad travaille aussi 80 heures par semaine et en est à son 3e mariage. Au moins, ils vivent à Wellington Heights au lieu de ce taudis. Ce taudis, c'est une maison que j'ai construite de mes propres mains, a dit Max doucement. Caleb attrapa son ordinateur portable. C'est peut-être ça le problème. Tu es trop occupé à te vanter de ta médiocrité. Avant que Max puisse répondre, Caleb monta en trombe, le laissant seul avec sa pizza refroidie et ses pensées sombres. À minuit, Max entendit la clé de Laurie dans la porte de son atelier au garage. Il la regarda par la fenêtre retirer des talons aiguilles hors de prix qu'il n'avait jamais vus. En entrant dans le garage, elle sursauta. « Seigneur, Max, pourquoi es-tu assis dans le noir ?» Max alluma la lampe à côté de son établi. Il avait de quoi réfléchir. Laurie posa son sac à main. « Si c'est à cause de mon absence au dîner, je t'ai dit que j'avais rendez-vous avec un investisseur potentiel. » C'est ce que Monica a dit. Oui. C'est drôle. Byron Sheffield semble croire que tu étais à l'exposition de sa femme à la galerie le mois dernier avec un autre marchand d'art. Tu ne m'en as jamais parlé. L'expression de Laurie se crispa. Je rencontre beaucoup de gens pour la galerie. Je ne peux pas rapporter chaque interaction. Avant, tu voulais me raconter ta journée. Max s'approcha d'elle. Avant, on partageait des choses. Ne commence pas, Max. Je suis fatigué. Y a-t-il quelqu'un d'autre, Laurie? Ses yeux lançaient des éclairs de défensive. De quoi parles-tu? Question simple. C'est ridicule. Je vais me coucher. Alors qu'elle se retournait pour partir, Max remarqua le léger suçon partiellement dissimulé par son col, une marque qu'il n'avait certainement pas laissée. À cet instant, les fondations de son monde commencèrent à s'effondrer sous ses pieds. Chapitre 2. Le château de cartes. Max passa la semaine suivante à observer et à attendre. Il ne confronta plus Laurie, mais commença à prêter plus d'attention à des schémas qu'il avait ignorés jusque-là, les réunions tardives, les nouveaux vêtements, les textos incessants et la surveillance soudaine de son téléphone, les retraites artistiques inexpliquées du week-end. Plutôt que d'exploser d'accusations, Max rassembla méthodiquement des informations. Il engagea Ryder Sullivan, un ancien policier militaire qui dirigeait désormais une société d'enquête privée. « J'ai besoin de certitude », dit Max à Ryder lors de leur rencontre discrète dans un restaurant à 20 mètres d'Albany. « Pas de soupçon », acquiesça Ryder, le visage buriné, sombre. « La plupart des clients qui viennent me voir connaissent déjà la vérité au fond d'eux-mêmes. Ils ont juste besoin d'une confirmation. »« J'ai bâti ma vie sur les faits et la précision », répondit Max, « je mesure 2 fois, je coupe 1 fois, depuis toujours. » 3 jours plus tard, le téléphone de Max vibra, accompagné d'un SMS de Ryder. « Vérifie tes emails. »« Désolé, mec. » Les photos ci-jointes montraient Laurie entrant dans un immeuble haut de gamme sur Riverside Drive, accueillie à la porte par un homme grand et mince aux cheveux argentés soigneusement coiffés. D'autres photos les montraient enlacés dans le hall, la main de Laurie posée avec possessivité dans le bas du dos. Les dernières images, prises à travers une fenêtre d'immeuble avec un téléobjectif, ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. L'homme était identifié comme Brick Brody Harrington, 52 ans, récemment installé de Los Angeles. Propriétaire de plusieurs galeries haut de gamme à travers le pays, récemment divorcé. Sa fortune était estimée à 8 chiffres. Max conserva les informations, puis détruisit les copies papier dans la déchiqueteuse de son atelier. Ce soir-là, au dîner, il regarda Laurie déplacer la nourriture dans son assiette pendant que Caleb se plaignait de son professeur d'économie.
Monsieur Rivera est un vrai perdant, dit Caleb. Il conduit une Honda Civic, mais il essaie de nous faire la morale sur la réussite financière. Il a peut-être d'autres priorités, suggéra Max. Laurie posa sa fourchette. Peut-être qu'il devrait mettre en pratique ce qu'il prêche s'il veut être respecté. La pique subtile ne manqua pas à Max. Il croisa le regard de Laure. En parlant de mettre en pratique ce qu'on prêche, comment se porte le nouvel investisseur? Celui de votre dernière réunion la semaine dernière. Les yeux de Laurie se plissèrent légèrement. Toujours en discussion. Intéressant. Comment s'appelle-t-il déjà? Un silence presque imperceptible. C'est un consortium, pas un individu. Max hocha la tête en buvant une longue gorgée d'eau. Ça doit être excitant. Toutes ces nouvelles opportunités. Plus tard dans la soirée, Max accéda à l'ordinateur portable de Laure pendant qu'elle prenait sa douche. Son mot de passe, l'anniversaire de Caleb, n'avait pas changé depuis des années. Ce qu'il trouva confirma ses pires craintes. Des emails à Brody pour discuter de leur avenir ensemble. Des plaintes sur Max qui s'enlisait dans ses habitudes. Projet d'ouverture d'une galerie où Brody nommerait officiellement Laurie directrice générale de sa nouvelle acquisition sur la côte est. Un email en particulier glaça le sang de Max. Laurie avait transmis des informations financières personnelles à Brody. Des informations sur l'entreprise de Max, leur prêt immobilier, le fonds d'études de Caleb. Il hésite toujours à vendre l'entreprise. Malgré la généreuse offre du groupe Westfield, tellement obstiné à s'en tenir à son héritage. Une fois que j'aurai une idée plus précise de nos options, je lui parlerai de mes attentes en matière de règlement du divorce. Max referma soigneusement l'ordinateur portable, le replaçant exactement là où il l'avait trouvé. Puis il se rendit à son atelier et écrasa méthodiquement une planche de chêne à main nue. Des échardes s'enfonçaient dans ses paumes tandis qu'il laissait libre cours à sa rage. Le lendemain matin, Max appela son plus vieil ami, Bennett Walsh, son avocat depuis la création de sa SARL il y a 15 ans. « Je dois me protéger », expliqua Max après avoir exposé ce qu'il avait découvert sans me dévoiler. Bennett siffla doucement. « Seigneur Max, je suis désolé, mais tu as bien fait d'appeler. Les gens font des folies lors des divorces, surtout quand il y a des biens importants en jeu. » Au cours des 2 semaines suivantes, Max commença discrètement à démêler ses finances, transférant des fonds vers des comptes sécurisés, documentant les actifs de son entreprise et rassemblant des preuves de l'infidélité de Laure. Il maintint sa routine, ne laissant aucun signe de connaissance de la vérité. Il vit les tromperies de Laurie se multiplier. La fausse conférence d'art, en fait, un week-end chez Brody à Hampton. L'intérêt soudain pour le refinancement de leur maison, les suggestions peu subtiles que Max devrait vendre son entreprise pour réduire le stress. Pendant tout ce temps, Caleb s'éloigna de plus en plus de Max tout en développant une admiration évidente pour Brody, que Laurie avait stratégiquement présenté comme un investisseur et un mentor dans une galerie. Le point de rupture survint lorsque Max entendit Caleb rire au téléphone à propos d'une remarque de Brody selon laquelle les ouvriers du bâtiment étaient des paysans des temps modernes. Le dédain désinvolte dans la voix de son fils pour tout ce que Max avait construit brisa quelque chose de fondamental en lui. Ce soir-là, Max accéda une dernière fois à la messagerie de Laure et trouva un projet de divorce qu'elle préparait avec un avocat que Max ne connaissait pas. Le document énonçait ses demandes concernant leur maison, la moitié des actifs de l'entreprise de Max, la garde exclusive de Caleb et une pension alimentaire exorbitante basée sur les revenus potentiels futurs. Max imprima le document, puis se mit à compter soigneusement ses actions. Chapitre 3. L'effondrement. Un mardi soir d'octobre, Max rentra chez lui et trouva Laurie et Caleb assis devant l'îlot central de la cuisine, leurs expressions suggérant une embuscade préparée. « Il faut qu'on parle », dit Laurie d'un ton répété. Max posa ses clés. « De l'avenir, de ce qui est le mieux pour cette famille. » Max se servit un whisky dans le placard, prenant son temps. « J'écoute. »« Je suis malheureux. » Max l'est depuis longtemps. Ce n'est pas vraiment une nouvelle, Laurie. Elle fronça les sourcils devant son attitude. Calme. J'ai rencontré quelqu'un qui apprécie ma vision, qui comprend le monde de l'art. Brody Harrington, dit Max d'un ton neutre. Les yeux de Laurie s'écarquillèrent. Comment as-tu fait? Tu n'es pas aussi discret que tu le penses. Max s'appuya contre le comptoir. Alors, c'est quoi le plan? Tu me quittes pour ton riche petit ami. Tu prends la moitié de mon entreprise que j'ai bâtie de rien en 20 ans et vous partez tous les deux vers le soleil couchant. Caleb se leva, le visage rouge.
Ne lui parle pas comme ça. Elle mérite mieux que d'être coincée dans cette vie ordinaire. Et tu penses que Brody Harrington est son ticket pour l'extraordinaire? Max demanda à son fils, l'homme qui en est à son 4e mariage, qui traite les gens comme moi de paysans des temps modernes. Caleb pâlit légèrement. Comment as-tu fait? J'entends les choses. Je vois les choses plus que vous ne le pensez tous les deux. Max se tourna vers Laurie. Combien de temps? Laurie leva le menton d'un air de défi. 8 mois. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. 8 mois. Répéta Max. À peu près au moment où tu as commencé à me pousser à accepter le contrat de Westfield pour développer l'entreprise et m'endetter davantage. C'était une opportunité. C'était un coup monté. Max intervint. Fais-moi jouer les troubles faits pour que tu puisses prendre ta part du divorce. Brody t'a-t-il suggéré cette stratégie ou était-ce ta brillante idée? Le silence de Laure suffisait à le confirmer. Papa, tu ne comprends pas, intervint Caleb. La galerie de maman pourrait être immense avec les relations de Brody. On pourrait avoir une vie meilleure. Une maison à Wellington Heights, l'été dans les Hamptons. Et qu'est-ce que Brody obtient en retour? Demanda Max. Outre ta mère, il a une associée talentueuse, cria Caleb. Quelqu'un qu'il respecte, contrairement à toi. Max reposa son verre avec précaution. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles, fiston. Je ne suis pas ton fils. Pas vraiment. Tu n'es jamais là. Toujours sur un chantier. Toujours couvert de terre. Toujours à me faire honte devant mes amis avec ton camion de travail et tes mains calleuses. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Max regarda son fils. Cet inconnu au visage de Caleb, qui érodait la vision élitiste du monde de Brody. J'ai construit ce camion, dit Max doucement. Et ces callosités ont payé ton école privée, ton équipement de baseball, ton fonds pour tes études. Un fonds pour tes études qui ne couvrirait même pas 2 ans à Princeton. Caleb ricana. Brody est déjà en train de parler au directeur des admissions. Il a des relations. Laurie posa une main sur le bras de Caleb. On n'allait pas en discuter tout de suite. Une froide révélation envahit Max. Vous avez déjà décidé tous les deux. Ce n'est pas une discussion. C'est une notification. Laurie eut la décence d'avoir l'air momentanément honteuse. J'ai déposé les papiers du divorce hier. Mon avocate m'a conseillé de déménager immédiatement avec Caleb. Elle glissa une enveloppe sur le comptoir. La garde exclusive est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu travailles tellement d'heures et avec les affaires, arrêtez. Max ne toucha pas à l'enveloppe. Quand ce soir, on aura fait nos valises, Brody a largement assez de place chez lui en attendant qu'on trouve quelque chose qui convienne. Max regarda son fils et tu es partant pour emménager avec un homme que tu connais à peine. J'en sais assez, rétorqua Caleb. Il se soucie de mon avenir, de ce que je veux. Et toi, Caleb, que veux-tu? Je veux ce que maman veut. Une vie meilleure, des opportunités, et ne pas finir comme ça. Il fit un geste vague vers les vêtements de travail de Max. Ne pas finir comme moi. Max termina. Un homme qui construit des choses de ses mains, qui tient ses promesses. Tu as promis à maman le succès. Caleb explosa. Une belle vie, mais tu nous as freinés avec ton contentement de classe moyenne. Tu es un père épouvantable. Caleb continua, la voix s'élevant jusqu'à devenir un cri. Maman a raison. Tu nous as freinés. Il jeta ses clés de voiture à Max. J'emménage avec son nouveau petit ami. Il est riche. Les clés claquèrent sur le comptoir entre eux. Max les regarda. Les clés de la voiture qu'il avait offerte à Caleb pour ses 16 ans. La voiture que Caleb avait soudain jugée embarrassante comparée aux voitures de luxe conduites par Brody et son entourage. Quelque chose se durcit dans l'expression de Max lorsqu'il prit les clés. Je vois. Bon, on va chercher le reste de nos affaires, dit Laurie en récupérant son sac à main. Mon avocat vous contactera au sujet de la maison. Je suppose que vous voudrez la garder, vu votre attachement. Max regarda en silence Laurie et Caleb ramasser leurs valises dans le couloir. Aucun des deux ne se retourna lorsqu'ils sortirent pour porter un élégant Range Rover noir immobilisé sur le trottoir, Brody Harrington au volant. Alors que le véhicule démarrait, Max passa un coup de fil, tenant les clés abandonnées de Caleb. Bennett, dit-il lorsque son avocat répondit. Il est temps.
Exécutez tout ce dont nous avons discuté. À chaque pas, il marqua une pause, regardant les feux arrière disparaître dans la rue et contacter Ryder. Et dites-lui d'activer la phase 2. Vous êtes sûr, Max, demanda Bennett. Une fois qu'on aura commencé, ils auront fait leur choix, dit Max froidement. Maintenant, ils pourront en assumer les conséquences. Il raccrocha et se dirigea vers son atelier où il commença méthodiquement à disposer les outils dont il aurait besoin. Non pas pour construire, mais pour détruire la vie de ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4. Plan de vengeance. 3 jours après le départ de Laurie et Caleb, Max était assis en face de Bennett Walsh dans le bureau lambrissé de l'avocat. Entre eux se trouvaient des états financiers, des registres fonciers et des documents commerciaux. Vous avez été intelligent d'agir vite, dit Bennett en tapotant un dossier. Les comptes séparés que vous avez établis sont intouchables dans le cadre de la procédure de divorce, et transférer 40% de Blackburn Construction à votre contremaître Felipe l'année dernière dans le cadre de sa rémunération à long terme était parfaitement légal. Laurie trouvait que j'étais trop généreux. Max dit avec un sourire dénué d'humour. Maintenant, elle comprend pourquoi. Bennett hocha la tête. La fiducie pour Caleb est à toute épreuve, elle aussi. Il ne peut y accéder avant 25 ans et seulement pour ses études ou la création d'une entreprise légale. Pas de voiture de luxe, pas de fête en Europe. Et la maison achetée avant le mariage, entièrement rénovée grâce à votre travail, entretenue avec vos fonds propres. Nous avons de solides arguments pour dire qu'il ne s'agit pas d'un bien matrimonial. Bennett se pencha en arrière. Mais Max, ce ne sont que des mesures défensives. Tu as mentionné quelque chose à propos de la phase 2 avec Ryder. Le regard de Max se durcit. C'est différent. Une réponse, pas une simple protection. Max, commença prudemment Bennett. Je te connais depuis 20 ans. Tu n'es pas du genre vindicatif. J'aurais peut-être dû l'être, répondit Max. Peut-être que si j'avais été moins confiant, moins concentré sur la construction d'un bien qui en vaille la peine, je ne serais pas assis là à regarder ma femme essayer de me détruire pendant que mon fils me traite d'échec. Bennett soupira. Ne fais rien d'illégal. S'il te plaît, pour ton bien, se leva Max. J'apprécie ton inquiétude, mon vieil ami, mais certaines dettes ne se règlent pas au tribunal. Du bureau de Bennett, Max se rendit dans une zone industrielle près des anciennes gares de triage. Dans un bâtiment en briques quelconque aux fenêtres occultées, il trouva Ryder Sullivan qui l'attendait dans une pièce remplie de matériel de surveillance. J'ai eu ce que tu demandais, dit Ryder en glissant une clé USB sur la table. Ce n'était pas facile. La sécurité de Harrington est stricte, mais pas impénétrable. Aucune sécurité ne l'est jamais si on sait où chercher. Ryder appuya sur la clé USB. Ces transactions commerciales sont intéressantes. Pas exactement illégales, mais clairement dans la zone grise. Le monde de l'art est plein de manipulation et d'inflation. Des leviers ? Ryder sourit faiblement. Plusieurs. Son dernier divorce a été compliqué parce que sa femme a découvert qu'il vendait des faux à certains clients. Rien n'a été prouvé au tribunal. Il a rapidement réglé le litige, mais les rumeurs persistent. Et ses galeries actuelles. Propre sur le papier, mais son principal investisseur est une holding enregistrée au Caïman. La propriété est trouble, acquiesça Max, absorbant l'information. Et sa vie privée ? C'est là que ça devient croustillant. Ryder a sorti une tablette et a parcouru des photos. Harrington a un type. Des femmes artistes en situation vulnérable, généralement mariées. Il les courtise, leur promet des carrières, les utilise pour se faire des relations, puis les laisse tomber quand quelque chose de mieux se présente. Les photos montraient Brody avec différentes femmes au fil des ans, toutes présentant une ressemblance frappante avec Laurie. Même physique, même style artistique, même expression pleine d'espoir. Combien ? J'en ai trouvé 5 au cours de la dernière décennie. Toutes suivaient le même schéma. La dernière a fait une dépression nerveuse après l'avoir larguée pour la fille d'un conservateur de musée. Max a serré les dents. Et ma femme se croit spéciale. Ils l'ont tous cru. Ryder a dit que son intérêt actuel pour Albany était également suspect. Le marché ici n'est pas exactement celui de Los Angeles ou de New York. Quel est son point de vue ? Je suis encore en train de reconstituer les choses, mais cela concerne le projet de développement de Wellington Heights, le nouveau centre culturel qu'il prévoit.
Harrington a rencontré des responsables municipaux pour faire pression pour que sa galerie en soit la pièce maîtresse. Un lien avec le groupe Westfield, demanda Max Ryder parut surpris. Comment le savais-tu? Ils essayaient agressivement de racheter mon entreprise depuis 1 an. Laurie insistait pour que je vende. Westfield gère le contrat de construction du centre culturel, confirma Ryder. Si Harrington obtient l'espace de la galerie, cela vaudra des millions en prestige et en avantages fiscaux. Max pianota sur la table. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Harrington a donc besoin du contrat du centre culturel. Westfield a besoin de mon entreprise de construction pour compléter son portefeuille de constructeurs locaux pour le projet. Et ma femme est le pion idéal, conclut Ryder. Elle offre à Harrington des liens sociaux avec les mécènes locaux tout en lui donnant un moyen de pression sur toi. Une manipulation à 3, dit Max doucement. Avec ma famille comme victime collatérale pour la semaine suivante, Max vivait comme un fantôme chez lui, dormant peu et planifiant beaucoup. Il transforma son atelier en centre de commandement, cartographiant les relations entre Harrington, le groupe Westfield, les autorités municipales et le projet Wellington Heights. Il contacta d'anciens clients, fournisseurs et relations du secteur, reconstruisant soigneusement son réseau avec une stratégie bien définie. Il sollicita des faveurs, promit des contreparties futures et positionna ses alliés sans révéler son objectif ultime. Pendant ce temps, l'avocate de Laurie, Pamela Reeves, une avocate agressive spécialisée dans les divorces, envoya des lettres de plus en plus menaçantes exigeant une aide financière d'urgence et accusant Max d'abus économiques pour avoir refusé de fournir des fonds dépassant les besoins fondamentaux de Caleb. Max répondit par l'intermédiaire de Bennett en fournissant le soutien minimal requis par la loi et en documentant froidement l'adultère de Laurie. Lorsque Pamela menaça de porter des accusations publiques sur le comportement dominateur de Max, Bennett répliqua avec des preuves des activités extraconjugales de Laurie, ce qui l'humilierait au sein du milieu artistique conservateur qu'elle cherchait à impressionner. L'impasse persista, mais Max savait que ce n'était que temporaire. L'influence de Harrington grandissait. Le journal artistique local publia un portrait élogieux de lui et de sa vision de la revitalisation du paysage culturel d'Albi, Laurie étant citée en bonne place comme sa directrice de galerie et sa partenaire, tant dans les affaires que dans la vie. L'article contenait une citation de Caleb louant le courage de sa mère à poursuivre ses rêves et exprimant sa gratitude pour la virilité d'Harrington. La photo les montrait posant devant un tableau moderniste. Le bras d'Harrington autour de la taille de Laurie, possessif. Caleb rayonnant à leur côté, tel le fils que Harrington n'a jamais eu. Max déchira le magazine en lambeaux, puis appela l'écrivain. « J'en veux plus, dit-il sans préambule. Tout ce qu'on peut obtenir avec le contrat de Wellington Heights. Chaque joueur, chaque centime, chaque permis. C'est nager en eau trouble, prévint Ryder. Beaucoup d'argent, beaucoup de politique. Je me noie déjà, répondit Max, autant commencer à barboter. À la fin du mois, Max avait acquis une compréhension approfondie du projet Wellington Heights et du rôle d'Harrington. Le centre culturel était le joyau de la couronne du projet. Conçu pour transformer une ancienne zone industrielle en un quartier huppé de condominiums de luxe, de boutiques et de lieux artistiques. La réussite du projet reposait sur l'obtention de certaines exemptions de zonage, de fonds pour la préservation historique et d'incitations fiscales, le tout nécessitant l'approbation des autorités municipales et des conseils communautaires. Harrington avait systématiquement courtisé ses décideurs, organisant des projections privées et des dîners exclusifs où Laurie jouait le rôle de charmante hôtesse. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Max avait des racines plus profondes à Albany qu'on ne le soupçonnait. Ces décennies de travail honnête lui avaient permis de nouer des amitiés à tous les niveaux de la communauté. Des inspecteurs en bâtiment qui respectaient son savoir-faire méticuleux au personnel du service d'urbanisme qui appréciait la simplicité de ses demandes de permis. Un soir, Max rencontra le conseiller municipal Ernest Diaz, dont la maison familiale avait été reconstruite après un incendie 10 ans plus tôt, dans un bar tranquille à la périphérie de la ville. Ce centre culturel, dit Max après un échange de plaisanteries. Qu'en pensez-vous, soupira Ernest en faisant tourner son whisky. Sur le papier, c'est parfait. Emploi, prestige, recettes fiscales, mais quelque chose cloche dans la façon dont les acteurs impliqués le font passer. Harrington. Ernest hocha la tête. Beau parleur. De grandes promesses, des dons à toutes les bonnes campagnes. Légitime, légal, oui. Éthique. Ernest haussa les épaules. Le comité des arts est ébloui par ses relations à Hollywood. Le maire voit des séances photos avec des célébrités.
Personne ne pose de questions difficiles. Max se pencha en avant. Et si quelqu'un le faisait? Ernest l'observa attentivement. C'est personnel pour toi, Max? Il couche avec ma femme et monte mon fils contre moi. Alors, oui, c'est personnel. Ernest siffla doucement. Zut, je ne savais pas si tu le savais. Il garde sa secret jusqu'au prononcé du divorce. Que cherches-tu? Max fit glisser un dossier sur la table. Juste des informations, des documents publics, des comptes rendus de réunion. Qui défend quel programme? Ernest hésita. Ça pourrait se compliquer, Max. La ville est déjà sérieux. Je ne te demande rien d'inapproprié. Aide-moi juste à comprendre ce à quoi je m'attaque. Après un long moment, Ernest prit le dossier. Pour ce que ça vaut, je n'aime pas l'odeur de cette affaire. Trop de poignées de main à huis clos. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, dit Max. Alors qu'octobre laissait place à novembre, le plan de Max se précisait. Grâce à Ernest et à d'autres contacts, il apprit que le conseil d'urbanisme voterait début décembre sur des dérogations cruciales pour le projet de Wellington Heights. Sans ces autorisations, le centre culturel et la galerie Harrington subiraient des retards importants, voire une annulation. Pendant ce temps, le groupe Westfield accentuait la pression sur les élus locaux pour accélérer l'obtention des permis, invoquant des inquiétudes quant à la hausse des coûts. Leurs déclarations publiques mettaient l'accent sur les avantages pour la communauté tout en occultant les considérables allègements fiscaux qu'ils réclamaient. Max commença à assister aux réunions communautaires, sans prendre la parole, se contentant d'observer. Il remarqua quels représentants du quartier semblaient sceptiques quant au projet et lesquels étaient soudain devenus des partisans enthousiastes. Il suivit les contributions aux campagnes électorales, les honoraires de consultants et les subtiles interactions entre l'argent et le pouvoir. Un nom revenait sans cesse dans ses recherches, la conseillère municipale Vivian Torres, présidente du comité d'urbanisme et mécène reconnue. Torres était récemment devenue l'une des plus ferventes partisanes de Harrington après avoir assisté à plusieurs événements privés dans sa galerie temporaire, où Laurie avait été l'hôtesse. Grâce à la surveillance d'un écrivain, Max a obtenu des photos de Torres acceptant un petit colis de Harrington lors d'un de ces événements. L'échange semblait informel mais délibéré, mené dans un coin, à l'écart des autres invités. Ça pourrait être n'importe quoi, a averti Ryder en montrant les images à Max. Un cadeau personnel, une invitation, ou quelque chose de plus précieux, songe à Max, renseigne-toi. 2 jours plus tard, Ryder a appelé pour lui donner une réponse. Torres a une fille à Juilliard, une aspirante peintre, qui a des difficultés financières malgré le prestigieux programme. Laisse-moi deviner, a dit Max. Harrington a proposé de mieux mettre en valeur son travail. Il a acheté 3 de ses œuvres pour sa galerie de Los Angeles. Payé $20 000 chacune. Et combien vaut réellement son travail, selon mon contact dans le monde de l'art? Peut-être $2000 maximum. Elle est talentueuse, mais inconnue. Max a souri d'un air sombre. Donc pas illégal, juste une surestimation grossière. Une forme d'influence créative. Exactement. Techniquement, Torres a divulgué la vente sur ses formulaires d'éthique, mais pas l'évaluation surévaluée. Est-ce suffisant pour la forcer à se récuser du vote de zonage? Si la nouvelle était révélée de la bonne manière? Absolument. Max hocha lentement la tête. Bien. Très bien. Il marqua une pause. Un contact de Caleb? L'expression de Ryder s'adoucit légèrement. Rien de direct, mais d'après nos images, il se dispute avec Laurie. Je l'ai entendu dire que ses amis et son école lui manquaient. La lune de miel touche à sa fin. Max observa. La réalité s'imposa. Tu veux que je l'aborde? Max secoua la tête. Pas encore. Laisse-le mijoter encore un peu. Cette nuit-là, Max reçut un SMS d'un numéro inconnu. Papa, on peut parler? C'est compliqué. Tu vois. Max fixa le message un long moment avant de répondre. Quand tu seras prêt à vraiment écouter, et pas seulement à parler, fais-le-moi savoir. Aucune réponse ne vint et Max retourna peaufiner ses plans pour démanteler le monde soigneusement construit par Brody Harrington et, par extension, la vie fantasmée que Laurie avait choisie plutôt que leur mariage. Chapitre 5. Travaux de fondation. Décembre arriva avec une chaleur inhabituelle et une tension croissante. La procédure de divorce de Max était bloquée par des manœuvres juridiques,
l'avocat de leur exigeant des déclarations financières que Bennett retardait stratégiquement par des manœuvres procédurales. Pendant ce temps, le projet de Wellington Heights faisait la une des journaux. Des inquiétudes environnementales étaient apparues concernant une potentielle contamination due au passé industriel du site. Des militants communautaires remettaient en question les incitations fiscales. Les défenseurs du patrimoine historique s'opposaient aux modifications de certains bâtiments. Aucun de ces obstacles n'était insurmontable, mais collectivement, ils créaient des retards et des problèmes de relations publiques qui frustraient les dirigeants du groupe Westfield et, par extension, Brody Harrington. Max observait ces développements avec une satisfaction tranquille. Nombre de ces inquiétudes étaient légitimes, et plusieurs avaient été stratégiquement amplifiées par des informations judicieusement placées, partagées avec des journalistes et des groupes communautaires par le réseau croissant d'alliés de Max. Le tournant est survenu lors d'une audience publique controversée, où la conseillère de la conseillère Torres a tenté de faire preuve d'approbation pour la partie du centre culturel du projet tout en reportant d'autres considérations. Les avantages culturels de notre communauté ne peuvent pas être surestimés, ajouta Torres, faisant un geste vers des rendus architecturaux affichés sur les chevaux. L'engagement de M. Harrington à apporter l'art de la classe mondiale à Albany représente une opportunité une fois dans une génération. De son siège dans la rangée arrière, Max a regardé Ernest Diaz s'éclaircir la gorge et s'adresser au comité. Avant de poursuivre la segmentation de ce projet, je voudrais soumettre des documents pour le dossier concernant les conflits d'intérêts potentiels. Il a transmis des dossiers à chaque membre du comité. Ces documents soulèvent des questions sur certaines relations financières entre les développeurs et les fonctionnaires qui devraient être correctement divulguées et évaluées. La salle a éclaté dans des murmures alors que les membres du comité ont traversé le contenu. Des documents montrant les achats d'art auprès de la fille de Torres sont soigneusement annotés avec les évaluations du marché des évaluateurs indépendants démontrant les prix gonflés. Le visage de Torres rougit de colère. C'est une embuscade, sérieuse. La carrière artistique de ma fille n'a rien à voir avec ce projet. Ensuite, vous ne devriez avoir aucune objection pour vous retirer des votes impliquant les intérêts de M. Harrington. Répondit Ernest calmement. La transparence est essentielle pour la confiance du public. La réunion s'est transformée en argument de procédure, entraînant finalement le report du vote et la référence des allégations de conflit d'intérêts au comité d'éthique. À l'extérieur du bâtiment municipal, Max a hoché la tête brièvement pour nicher avant de s'éloigner. Le premier domino était tombé. Ce soir-là, les nouvelles locales ont mené avec la controverse. Les caméras ont attiré Brody Harrington quitter la réunion. Son sang-froid fluide habituel remplacé par à peine contenait de la fureur alors que les journalistes ont crié des questions sur ses achats artistiques et ses liens avec les responsables de la ville. Monsieur Harrington, avez-vous intentionnellement trop payé pour l'œuvre de la fille de la conseillère Torres pour influencer son vote? Est-il vrai que vous avez organisé des événements privés pour les responsables de zonage de votre galerie? Comment cette enquête éthique affectera-t-elle le calendrier du centre culturel? Harrington a traversé la mêlée médiatique sans commentaire, mais son expression tonitruante a tout dit. Max a regardé la couverture de son atelier, un verre de bourbon à la main. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Ryder. Sujet extrêmement agité. Retourner à la résidence et engager dans un argument houleux avec elle. Surveillance audio suggère des retards de projets menaçant le financement de la galerie. Max sourit. La pression financière a été la première étape. Harrington a fonctionné sur l'effet de levier et l'apparence. Les deux sont désormais compromis. Le lendemain matin, la sonnette de Max a sonné de façon inattendue. Il l'ouvrit pour trouver Caleb debout maladroitement sur le porche, les mains coincées dans les poches de sa veste. Et il dit Caleb, ne rencontrant pas les yeux de Max. Max se pencha contre le cadre de la porte. C'est une surprise. Puis-je entrer? Après un moment d'hésitation, Max s'est écarté. Caleb est entré, jetant un coup d'œil comme s'il voyait la maison pour la première fois. Rien n'a changé, a-t-il observé. Pourquoi le ferait-il? Max a fermé la porte. Café? Caleb hocha la tête, suivant Max à la cuisine. Ils se sont déplacés dans un silence inconfortable alors que Max préparait 2 tasses. Comment va l'école? Max a finalement demandé. Bien, différent. Caleb a accepté le café. Pas mieux ou pire, juste différent. Et la vie avec Brody et ta maman? Caleb tressaillit légèrement à la franchise. C'est bon. Sa place est agréable, mais rien. C'est bien. Max était assis en face de son fils.
Vous n'êtes pas venu ici pour me dire que tout va bien, Caleb. Caleb regarda son café. Il y a eu des tensions depuis la réunion du conseil. Brody a souligné que ses plans de galerie frappaient un accro. Comment avez-vous su à ce sujet? Max haussa les épaules. J'ai lu les nouvelles. Caleb s'est déplacé inconfortablement. Il pense que quelqu'un interfère délibérément. Dit qu'il a des ennemis dans le monde de l'art essayant de le saboter. Les hommes qui réussissent se font souvent des ennemis. Maman pense que ce pourrait être toi. Caleb lâchait. Puis immédiatement, il avait regretté les mots. L'expression de Max est restée neutre. Théorie intéressante. Est-ce vrai? Caleb pressé. Essayez-vous de gâcher le projet de Brody? Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu es en colère contre maman. À propos de moi qui pars. Max a étudié son fils. Si j'essayais de gâcher le projet de Harrington, ce serait parce qu'il utilise des méthodes corrompues pour obtenir ce qu'il veut. L'enquête éthique ne concerne pas moi. Il s'agit de ses actions. Il dit que c'est juste la façon dont les affaires se font. C'est ce que vous croyez? Ce succès nécessite de la corruption. Le regard de Caleb tomba à nouveau. Je ne sais plus quoi croire. Pourquoi es-tu vraiment ici, Caleb? Une longue pause. J'ai besoin d'argent. Caleb a finalement admis pour des trucs scolaires. Votre mère sait-elle que vous me demandez? Non, elle et Brody se battent sur les finances. La rénovation de la galerie est supérieure à un budget et avec les retards, il s'est déroulé. Je vois. La voix de Max s'est refroidie. Ainsi, lorsque les choses deviennent difficiles avec votre famille choisie, vous revenez au filet de sécurité. Caleb rougit. Oubliez ça. C'était une erreur. Il se tenait brusquement. Asseyez-vous, a ordonné Max, son ton ne laissant aucune place à l'argument. Étonnamment, Caleb a respecté. J'ai continué à payer vos frais de scolarité et vos dépenses directement à l'école, a déclaré Max. Si vous avez besoin de fonds supplémentaires à des fins éducatives légitimes, demandez à l'école de me contacter avec la demande. J'en ai besoin maintenant, aujourd'hui. Pourquoi exactement? Les yeux de Caleb s'éloignèrent. Un voyage en classe. Dépôt dû. Quelle classe? Économie. À la bourse. Max a immédiatement reconnu le mensonge. Il avait signé le bordereau d'autorisation pour ce voyage il y a des mois et avait payé les frais en totalité. Essayez à nouveau, dit-il tranquillement. La façade de Caleb a craqué. Fin. Interview de Princeton. Brody l'a arrangé, mais je dois y arriver, passer la nuit. Il a promis de le couvrir, mais maintenant il dit qu'il ne peut pas. Et maman panique parce que c'est ma grande chance et si ça me manque. Quand est cette interview? Demain. Max acquiesça lentement. Je vais gérer les arrangements. Donnez-moi les détails. Un soulagement a été lavé sur le visage de Caleb. Vraiment? Vous allez aider. Tu es toujours mon fils, dit Max simplement. Tout ce qui s'est passé d'autre. Après le départ de Caleb, Max a passé plusieurs appels. L'interview de Princeton était légitime. Harrington l'avait en effet organisé par le biais de connexions des anciens. Max a réservé le transport et l'hébergement pour Caleb, puis a contacté son propre bureau d'admission d'Alma-M au sujet du statut de la demande de Caleb. Ce soir-là, Max a rencontré Ryder pour revoir la dernière surveillance. Les affaires de Harrington montraient des signes de tension. Les retards du centre culturel avaient effrayé les investisseurs. 2 artistes éminents s'étaient retirés des engagements à l'ouverture de la galerie Albany. Ces flux de trésorerie se resserrent. Ryder a rapporté qu'il avait exploité plusieurs propriétés. La rénovation de la galerie Albany est essentiellement interrompue jusqu'à ce que les problèmes de zonage se résolvent et que Laurie de plus en plus anxieux. Leurs arguments augmentent. Elle s'attendait maintenant à être directrice de la galerie, gagnant ses propres revenus. Au lieu de cela, elle dépend complètement de lui financièrement. Max hocha la tête pensivement. Qu'en est-il de l'enquête Torres? Le comité d'éthique creuse plus profondément. Trouver des achats d'art plus discutables auprès de parents des membres du conseil d'administration. Ryder a glissé sur des photos de Harrington à diverses fonctions sociales. Travailler la pièce, toujours le centre d'attention. Il se précipite pour contenir les dégâts. Appeler des faveurs.
Il est temps d'appliquer plus de pression. Max a décidé de la prochaine phase du plan de Max ciblait directement le groupe Westfield. Grâce à des connexions de l'industrie de la construction, il a organisé un examen approfondi de leurs projets en cours dans le Nord-Est. Les inspecteurs de l'immeuble ont soudainement trouvé des violations de code nécessitant des corrections coûteuses. Les livraisons de fournitures sont mystérieusement rencontrées. Les sous-traitants clés sont devenus indisponibles pour les travaux de Wellington Heights, citant des engagements antérieurs. Aucune de ces actions n'était illégale ou même explicitement connectée à Max. Ils étaient simplement le résultat de conversations chuchotées, de vieilles faveurs appelées et du réseau invisible de relations qui gouvernait le monde de la construction, un réseau que Max avait cultivé pendant des décennies tandis que Harrington a collecté de l'art et a charmé des mondains. À la mi-décembre, Westfield Group exprimait publiquement des inquiétudes concernant l'environnement réglementaire à Albany et faisant allusion à ce qu'il pourrait réduire le développement de Wellington Heights si les approbations continuaient de caler. Le centre culturel, le joyau de la couronne de Harrington, a été spécifiquement mentionné comme un projet qui pourrait être reconsidéré. La pression a créé exactement la réaction Max prévue. Harrington a commencé à faire des mouvements de plus en plus désespérés pour récupérer le projet, en surpasse ses engagements financiers et en faisant des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Depuis les ombres, Max a regardé et attendu, préparant la voie à l'acte final de son châtiment. Chapitre 6. Point de pression. À l'approche de Noël, la scène sociale d'Albi a bourdonné de spéculations sur l'ouverture de la galerie prévue de Brody Harrington. Initialement prévu pour début décembre, il avait été reporté 2 fois en raison de complications de rénovation. Les rumeurs chuchotées ont suggéré des problèmes financiers, des problèmes de permis ou des pieds froids d'artistes en vedette. La réalité, que Max a surveillée par le réseau d'intelligence des écrivains, était beaucoup plus désastreuse. Harrington s'était surpassé financièrement, en comptant sur le contrat du centre culturel de Wellington Heights pour attirer les capitaux des investisseurs. Avec ce projet au point mort dans des enquêtes éthiques et des retards réglementaires, ses réserves de trésorerie diminuaient rapidement. Plus dommageables étaient les effets d'entraînement dans le monde de l'art. Max avait soigneusement assis des doutes parmi le cercle professionnel de Harrington à travers des conseils anonymes sur l'enquête éthique et des suggestions selon lesquelles sa galerie Albany pourrait être un autre véhicule pour les évaluations gonflées et les transactions douteuses. Le marché de l'art s'est déroulé sur la réputation et la confiance, tous deux désormais compromis pour Harrington. Plusieurs collectionneurs majeurs avaient tranquillement retiré le soutien. 2 artistes éminents avaient annulé leurs engagements d'exposition, citant des conflits d'horaires, mais exprimant privés des préoccupations concernant l'association avec la controverse. À travers tout cela, Max a maintenu sa distance, permettant aux circonstances de se dérouler. Naturellement, il s'est concentré sur son entreprise, a obtenu plusieurs nouveaux contrats lucratifs et a continué à recueillir des informations grâce à son réseau en expansion d'alliés. La pression a visiblement affecté Laurie. Elle avait comparu de plus en plus tendue lors des réunions de coparentalité mandatées par le tribunal. Ses vêtements de créateur remplacés par une tenue plus simple. Son comportement confiant laissant la place à l'énergie nerveuse. À 2 reprises, elle avait tenté de discuter de la réconciliation, flottant l'idée de prendre une pause dans la procédure de divorce. Max avait répondu avec une indifférence polie, la traitant comme il ferait une connaissance commerciale. Cordiale mais émotionnellement détachée. Chaque rejet semblait la déstabiliser davantage. Caleb était revenu de son interview de Princeton, mais reconnaissant pour l'aide de Max. Il avait commencé à envoyer des SMS à son père à l'occasion, principalement sur l'école ou le baseball. Sujets neutres qui ont soigneusement évité la mention de Laurie ou Harrington. Max a répondu avec une chaleur mesurée, ni ne poursuivant ni ne rejetant ses reconnexions provisoires. Le tournant est arrivé 3 jours avant Noël lorsque Max a reçu un visiteur inattendu dans son bureau. Pam Reeves, l'avocat du divorce de Laurie, a comparu sans rendez-vous, son comportement généralement agressif remplacé par un professionnalisme prudent. Monsieur Blackburn, commença-t-elle après avoir refusé le café. Je suis ici pour discuter d'un cadre potentiel de règlement. Max se pencha en arrière sur sa chaise. Mon avocat gère tous les problèmes de divorce, Madame Reeves. Vous savez que c'est? Elle hésita quelque peu non officiel. Une conversation préliminaire sur Madame Blackburn est intéressée à accélérer la résolution. La nature prolongée de ces procédures entraîne un stress excessif à toutes les parties. Max sourit finement. Traduction, les problèmes financiers de Harrington affectent son style de vie, et elle veut un règlement rapide avant que sa situation ne se détériore. Davantage. Les Reeves tressaillirent légèrement.
Les relations personnelles de mon client ne sont pas pertinentes pour cette discussion. Ils sont devenus pertinents lorsqu'elle a quitté notre mariage pour un autre homme, puis a tenté de prendre la moitié de mon entreprise pour financer leur coentreprise. Max se tenait. Maintenant, à moins que vous ayez une proposition réelle qui améliore ma dernière offre, cette réunion est conclue. 10%, a déclaré Reeves rapidement. Madame Blackburn accepterait 10% de l'évaluation de l'entreprise au lieu de 50 plus un soutien pour époux réduit en échange d'un règlement immédiat. Max se dirigea vers la fenêtre, regardant la neige de décembre commençant à tomber. Intéressant. Et qu'est-ce qui a changé pour provoquer cette générosité? Reeves est resté silencieux. Laissez-moi deviner, Max a continué. L'ouverture de la galerie a été reportée à nouveau. Les investisseurs sont nerveux. Les promesses de Harrington commencent à sembler creux. Mon client veut simplement la fermeture, a insisté Reeves. Max se retourna vers elle. Dites à Laurie que mes termes n'ont pas changé. Elle ne reçoit rien de mon entreprise. Soutien avec enfant standard pour Caleb. Pas de pension alimentaire. Elle garde ses intérêts de la galerie. Je garde mon entreprise de construction. Pause propre. C'est inadmissible. Elle vous a soutenu tout au long du mariage. En couchant avec un autre homme en complotant avec lui pour prendre ma compagnie. La voix de Max est restée calme malgré les mots de coupe. Dites-lui d'accepter mon offre ou de préparer un procès très public où chaque détail de son affaire devient record. Chaque email discutant de leur plan pour mon argent. Chaque conversation avec Harrington sur la mise à profit de mon entreprise à leur avantage. Reeves a rassemblé sa mallette. Sleeping de sang-froid. Vous faites une erreur, monsieur Blackburn. Mon client a encore des allégations importantes. Non, mademoiselle Reeves. L'erreur était de penser que je me retournerais et accepterais la trahison. Max a ouvert la porte de son bureau. Bonnes vacances. Après son départ, Max a appelé Bennett pour l'informer de la visite inattendue. Ils deviennent désespérés, a-t-il conclu. Il est temps d'accélérer, Max Bennett a averti. Vous avez déjà obtenu une protection importante pour vos actifs. Il est peut-être temps de s'installer et d'aller de l'avant. Ce n'était jamais seulement une question d'argent, Bennett. Le ton de Max s'est durci. Il s'agit de conséquences. Ce soir-là, Max a assisté au gala annuel de charité de Noël à l'Albies Riverside Hotel, un événement qu'il avait auparavant évité, mais avait maintenant des raisons stratégiques d'y assister. L'élite commerciale et politique de la ville serait présente, y compris les principaux acteurs du développement de Wellington Heights. Max est arrivé seul, vêtu d'un costume impeccablement sur mesure qui a transformé sa physicalité robuste en présence dominante. Il s'est déplacé dans la salle de bal bondée avec une facilité délibérée, acceptant les salutations des connaissances et des introductions à des étrangers influents. Il discutait des tendances de la construction avec le directeur de l'urbanisme lorsqu'il les a repérés, Brody Harrington et Laurie. En entrant dans la salle de bal comme la royauté en exil, Harrington portait son charmant sourire signature, bien qu'il semblait tendu sur les bords, Laurie s'accrochait à son bras, sa robe verte élégante, mais sensiblement moins extravagante que celle des autres participants. Max a regardé périphérique pendant qu'il travaillait dans la pièce, le charme de pratique de Harrington de plus en plus désespéré alors que les conversations devenaient brèves et inconfortables lorsque certains sujets sont apparus. Plusieurs investisseurs potentiels se sont visiblement désengagés lorsqu'il a mentionné ses plans de galerie. Près du bar, Max a rencontré Ernest Diaz, qui a hoché la tête vers Harrington. L'ami de votre femme passe une soirée difficile. L'ex-femme, a corrigé Max et oui, il semble que l'éclat s'use. Le rapport du comité d'éthique sort la semaine prochaine, murmura Ernest. Les résultats préliminaires suggèrent que plusieurs conflits nécessitent une enquête plus approfondie. Juste à temps pour la nouvelle année. En effet, Ernest a étudié attentivement Max. Vous semblez remarquablement composé pour un homme qui regarde sa dissolution de mariage se jouer en public. Max a siroté son whisky. J'ai construit ma première maison quand j'avais 22 ans. Sachez vraiment ce que j'ai appris. Les fondations solides déterminent tout. Mon mariage en manquait apparemment un. Et l'empire commercial de Harrington s'est appuyé sur l'apparence plutôt que sur la substance. Sable, pas la pierre. Leur conversation a été interrompue par le son distinctif des voix surélevées près des portes de la terrasse. Harrington a été engagé dans une discussion intense avec un homme aux cheveux argentés que Max a reconnu comme Victor Westfield, PDG de Westfield Group.
Bien qu'ils aient parlé dans des tons silencieux, leur langage corporel a transmis une tension indubitable. Westfield a frappé un doigt vers la poitrine de Harrington avant de s'éloigner, laissant le marchand d'art visiblement secoué. Laurie s'approcha de son amant, touchant son bras avec interrogation. Sa réponse a été un murmure dur qui la faisait légèrement reculer avant de se composer. Le problème au paradis, a observé Ernest. Inévitablement, Max a répondu. Plus tard, alors que Max se préparait à partir, il s'est retrouvé face à face avec Laurie près du chèque de manteau. Elle avait l'air momentanément surpris, puis a adopté un sourire forcé. Sur vos travaux de construction. Max a ignoré la main offerte. Et j'ai entendu des choses intéressantes sur vos pratiques commerciales. Le sourire de Harrington se resserra. Les ragots de petite ville peuvent être si fastidieux. Les enquêtes éthiques, cependant, ont tendance à être assez approfondies. Max atteint son manteau. Profitez de votre soirée. Alors qu'il se tourna pour partir, Harrington a repris la parole, la voix s'est baissée mais intense. Quel que soit le jeu que vous jouez, Blackburn, vous êtes hors de votre ligue. Des hommes comme vous construisent des choses. Des hommes comme moi contrôlent qui peut construire quoi, où et quand. Max regarda en arrière avec un sourire froid. Des hommes comme vous parlent. Les hommes comme moi le font. Il hocha la tête à Laurie. Joyeux Noël. À l'extérieur dans l'air d'hiver, Max a vérifié son téléphone pour trouver un texte de Caleb. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Important. Ma maison. Midi, a répondu Max, puis est rentré chez lui dans la neige qui tombe doucement. La phase suivante de son plan se cristallisant à chaque mile qui passe. Chapitre 7. Échec structurel. La veille de Noël est devenue claire et froide. Max était assis à sa table de cuisine en attendant Caleb, qui était arrivé rapidement à midi comme arrangé. L'adolescent a rythmé nerveusement, déclinant le café, refusant de retirer son manteau malgré la chaleur de la maison. « Mais qu'est-ce qui est si important ?» Max a finalement demandé. Caleb a cessé de faire le stimulation. Le tout s'effondre. Soyez précis. L'ouverture de la galerie de Brody a été annulée. Non reportée, annulée. Les investisseurs se sont complètement retirés. Caleb a tourné une main dans ses cheveux. Un geste si comme Max est propre que cela me préoccupe. Me donne trop de crédit. Caleb leva les yeux. Son expression un mélange de honte et de désespoir. Maman voulait que je lui demande si nous pouvions revenir ici temporairement. La demande était suspendue dans l'air entre eux. Max a étudié le visage de son fils, notant les cercles sombres sous ses yeux, la tension dans ses épaules. Le garçon qui avait jeté ses clés et avait pris d'assaut il y a des mois avait maintenant l'air brisé et incertain. Que attend votre mère exactement? Max a demandé attentivement qu'elle pouvait me quitter pour un autre homme, essayer de prendre la moitié de mon entreprise, puis revenir lorsque son plan échoue. Elle est désolée, dit faiblement Caleb. Elle a fait une erreur. Une erreur? Max répétait. C'est ce qu'elle appelle ça? S'il vous plaît, papa. Jusqu'à ce que nous découvrions quelque chose. Nous n'avons nulle part où aller. Max se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la cour enneigée où il avait appris à Caleb à lancer un baseball. Construit sa cabane dans les arbres. Des souvenirs ont créé qu'il pensait durer toute une vie. Où est ta mère maintenant? Chez Brody. Emballez nos affaires. Il boit depuis hier. Ça devient effrayant. Max se tourna vers son fils. Effrayant comment? Caleb hésita. Il lui a jeté quelque chose, un vase ou quelque chose. Manqué, mais je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. Une colère froide s'est installée dans la poitrine de Max. Quels que soient ses sentiments à l'égard de la trahison de Laurie, la violence était une autre affaire entièrement. Revenez en arrière et apportez votre mère. Amenez-la ici. Vous pouvez rester dans votre ancienne chambre. Elle peut utiliser la chambre d'amis. Le ton de Max était en forme commerciale, dépourvu d'émotion. C'est temporaire, et il est livré avec des conditions dont nous discuterons lorsque vous serez ici. Un soulagement a été lavé sur le visage de Caleb. Merci. Sérieusement, papa. Merci. Après le départ de Caleb, Max a appelé Ryder. Harrington se sépare, a-t-il dit sans préambule. Devenir apparemment violent. J'ai besoin de yeux sur lui. Déjà dessus, a répondu Ryder.
J'ai reçu un appel d'un contact à Albany PD. Des perturbations domestiques ont rapporté à son adresse il y a environ 1 heure. Pas d'arrestation, mais cela augmente. Laurie et Caleb quittent aujourd'hui. Venir ici temporairement. Une pause. Vous les ramenez? Fournir un abri. Max corrigé. Pas la réconciliation. Faire partie du plan? Ajuster légèrement, mais oui. En attendant Laurie et Caleb, Max a préparé la chambre d'amis, a changé de feuilles et de serviettes avec une efficacité mécanique. Il a déplacé des objets personnels de la chambre principale à son atelier, créant un territoire neutre pour cet arrangement temporaire. Ils sont arrivés alors que le crépuscule tombait. Caleb aidant Laurie à porter des valises de sa Honda plus âgée. Le Luxury Range Rover n'est apparemment plus disponible. Laurie est entrée avec hésitation, sa façade confiante entièrement partie, remplacée par l'épuisement visible et quelque chose comme la peur. « Merci pour cela, dit-elle tranquillement. Je sais que vous avez toutes les raisons de refuser. » Max hocha la tête sans chaleur. Caleb vous montrera la chambre d'amis. Parlez bien après vous être installé. Au cours d'un dîner tendu de cuisine chinoise à emporter, Max a décrit ces termes. Cet arrangement est temporaire, 30 jours maximum. Pendant ce temps, Laurie accélérera la procédure de divorce en fonction de mes conditions initiales. Aucune réclamation sur mon entreprise. Ponçage supplémentaire standard uniquement, pas de pension alimentaire. Laurie hocha la tête, les yeux abattus. Je comprends. De plus, vous fournira un compte rendu complet des transactions commerciales de Harrington, en particulier en ce qui concerne le développement de Wellington Heights et toute manipulation des responsables de la ville. Sa tête se relevait. Vous ne pouvez pas être sérieux. Entièrement sérieux. La voix de Max était en acier. Vous l'avez choisi plutôt que notre mariage. Vous avez participé à ses plans. Maintenant, vous vous assurez qu'il fait face à des conséquences appropriées. Il sera ruiné car il avait l'intention de me ruiner, utilisant ma femme et mon fils comme effet de levier. Caleb regarda entre eux. Confusion évidente. De quoi parlez-vous? Max se tourna vers son fils. Le petit ami de votre mère n'était pas seulement intéressé par l'art, Caleb. Il l'utilisait. Utilisait tous les deux pour me faire pression pour vendre mon entreprise à Westfield Group, qui avait besoin de mes relations avec l'entreprise et de la clientèle pour le développement de Wellington Heights. Ce n'est pas vrai, Laurie a protesté chaque semaine. Brody m'aime. Brody aime ce que vous pourriez lui fournir. Accès à mon entreprise via vos connexions sociales à l'élite d'Albi. Une hôtesse pratique pour ces événements de réseautage. Le regard de Max durcit. Combien de fois a-t-il promis de faire de votre directeur de galerie? Combien de retards et d'excuses? Le silence de Laurie était suffisamment de confirmation. Attendez, Caleb intervient. Tu dis qu'il utilisait juste maman pour vous rendre à votre entreprise. Demandez à votre mère les emails qu'elle lui a transmis. Mes discussions d'informations financières sur la façon de maximiser ce qu'elle pourrait prendre dans le divorce. Laurie tressaillit comme si elle était frappée. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Max contrait. Et maintenant que ses plans se sont effondrés, il vous a jeté. Tout comme les autres devant vous les autres, Caleb a fait écho, Brody a un modèle. Trouvez des femmes artistiques vulnérables. Promettez-leur des opportunités de carrière. Utilisez-les pour les connexions. Continuez ensuite lorsqu'ils ne sont plus utiles. La voix de Max est restée mesurée. Votre mère était simplement la dernière. Le sang-froid de Laurie a finalement éclaté. Comment pourriez-vous savoir tout cela? Je fais attention. J'enquête. Je protège ce qui est à moi. Max se tenait de la table. Vous avez jusqu'à demain soir pour décider. Coopérer pleinement ou trouver des logements alternatifs. Il les a laissés assis dans un silence stupéfait alors qu'il se retirait dans son atelier où il a passé en revue les dernières mises à jour de Ryder. Harrington avait été vu en quittant son appartement dans un état d'intoxication évidente, se dirigeant vers son espace de galerie temporairement fermé. La police locale avait été informée de surveiller son véhicule, préoccupé par son état. Le lendemain matin, le jour de Noël, Max s'est réveillé pour trouver Laurie assis à la table de la cuisine, un dossier épais devant elle. « Je vais le faire », dit-elle sans préambule. « Tout ce que vous avez demandé. Tout cela. » Max s'est versé du café.
Qu'est-ce qui a changé d'avis? Brody a appelé hier soir des dizaines de fois, menaçant des messages. A dit qu'il me détruirait professionnellement si je ne revenais pas. Elle a poussé son téléphone à travers la table, affichage montrant une chaîne de texte de plus en plus dérangée. L'homme que je pensais savoir. Il n'a jamais existé, n'est-ce pas? Les gens montrent leur vraie nature sous pression, a observé Max, renvoyant son téléphone. Et ça? Il a fait un geste vers le dossier. Tout ce que j'ai, les dossiers financiers, les notes de rencontre, les noms qu'il a abandonnés sur qui il soudoyait et comment. Elle leva les yeux rouges, mais déterminés. Utilisez-le comme vous le souhaitez. Je veux juste sortir. Max a feuilleté les documents, notant des comptes détaillés des achats artistiques gonflés, des régimes de manipulation fiscale et des discussions explicites des fonctionnaires qui avaient besoin de ce qui est des incitations. C'est minutieux, a-t-il commenté. J'étais son partenaire dans tout, dit Lori amèrement. Il s'est assuré que j'étais suffisamment impliqué pour que je ne puisse pas lui tourner. Pourtant, vous y êtes. Me voici. Elle a pris un souffle frissonnant. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je fais quelques appels. Le soir, les roues étaient en mouvement. Max avait transmis des documents clés à Ernest Diaz et sélectionné des journalistes. Ryder avait fourni des preuves supplémentaires au comité d'éthique enquêtant sur le développement de Wellington Heights. Harrington, quant à lui, avait intensifié son comportement erratique. Après avoir été escorté de sa galerie par la sécurité lorsque les voisins ont signalé crier et cassé le verre, il avait commencé à faire des appels menaçants non seulement à Lori, mais aux responsables de la ville, aux investisseurs et même aux dirigeants de Westfield. Blâmant tout le monde sauf lui-même pour son empire effondré. Alors que la famille était assise dans un silence inconfortable en regardant des films de Noël, le téléphone de Max a sonné. C'était Ryder. Harrington est en mouvement, a-t-il rapporté, s'est présenté à la maison à domicile de Westfield. La sécurité l'a supprimé, mais il est de plus en plus instable. Emplacement maintenant. Conduite vers Wellington Heights. La police suit, mais ne sont pas encore intervenus. Tenez-moi au courant. Max raccrocha et se tourna vers Lori et Caleb. J'ai besoin de gérer quelque chose. Restez ici. L'expression de Lori a montré une alarme. Est-ce Brody? Que se passe-t-il? Rien pour vous de vous inquiéter. Restez à l'intérieur. Porte verrouillée. Max a traversé les rues désertes de la nuit de Noël jusqu'au site de développement de Wellington Heights où la construction s'était arrêtée pour les vacances. Ses phares ont illuminé la clôture de sécurité et les structures partielles au-delà du squelette de ce qui aurait été le centre culturel de la couronne de Harrington. Il s'est garé discrètement et a appelé Ryder pour une mise à jour. Le sujet est entré sur le chantier de construction il y a 5 minutes en transportant quelque chose d'accélérateur possible. La police a notifié en parcours mais retardé par le personnel des fêtes. Max a mis fin à l'appel et s'est approché de la clôture. Trouvé une section où la serrure avait été brisée, probablement par Harrington, il a glissé et s'est déplacé silencieusement sur le chantier de construction sombre. Le parfum de l'essence l'a conduit au bâtiment central, le futur centre culturel. À l'intérieur, illuminé uniquement par des lumières de sécurité, il a trouvé Harrington éclaboussant du liquide à travers les plans architecturaux et les matériaux de construction, marmonnant de manière incohérente. Si je ne peux pas la voir, personne ne le fera, disait Harrington, sa voix cultivée ce bloc avec de l'alcool et de la rage. Westfield, City, Blackburn. Cela ne résoudra rien, a déclaré Max calmement, en sortant. Harrington World. Expose à l'essence du récipient qu'il tenait. Vous? Bien sûr, c'est toi. Le constructeur. L'homme qui ruine tout. Vous avez ruiné les choses vous-même, Harrington. Je viens d'exposer la vérité. Vérité? Harrington rit amèrement. Il n'y a pas de vérité dans les affaires ou l'art, seulement la perception. Et tu as détruit le mien. A tourné tout le monde contre moi. Vous avez essayé de prendre ma vie, dit également Max. Mon entreprise, ma famille, votre précieuse famille. Harrington ricana. Lori avait hâte de vous quitter. Vous avez appelé ennuyeux, prévisible, a dit que vous n'aviez jamais compris son potentiel. Max est resté inadapté. Et maintenant, elle est de retour chez moi pendant que vous êtes ici, ivre et seul, sur le point de commettre un incendie criminel. Le visage de Harrington se déformation avec rage.
Il tendit la main dans sa poche, produisant un briquet argenté. Vous pensez que vous avez gagné? Je suis toujours Brody Harrington. Je vais reconstruire ailleurs. Mais cela, il faisait signe sauvagement. Cela meurt ce soir et vous avec. Max observait. Les caméras de sécurité ont enregistré votre entrée. La police est en route. Vous échangerez des ouvertures de la galerie pour les heures de visite en prison. Ça vaut le coup de détruire quelque chose que vous voulez. Max secoua la tête. Je ne veux pas de ce développement. Jamais l'a fait. Je ne voulais tout simplement pas que tu l'avais. La simple déclaration semblait pénétrer la brume en état d'ébriété de Harrington. Tout cela détruisant ma réputation, mon entreprise, tournant Laurie contre moi, juste la vengeance. Conséquence, Max a corrigé. Pour avoir essayé d'utiliser ma femme et mon fils pour me manipuler, pour avoir traité les gens comme des pions dans vos jeux. Au loin, les sirènes de police gémissaient. L'expression de Harrington est passée de la rage au calcul désespéré. J'ai toujours le briquet, a-t-il averti, le pouce planant sur l'allumage. Et j'ai toujours des preuves de chaque accord corrompu que vous avez conclu au cours de la dernière année, a contré Max. Des preuves qui pourraient signifier des années de prison, pas des mois. Que voulez-vous? Mettez l'essence, sortez avec dignité, quittez Albany et ne contactez plus jamais ma famille. Et si je le fais, certains documents pourraient ne pas atteindre le procureur de district. Vous étiez dans la faible lumière de la cuisine. Ils étaient assis en silence. Ni compagnons, ni ennemis, juste deux personnes à la fin d'un chapitre et au début incertain d'un autre. Chapitre 8. Conséquences. Janvier apporta un froid glacial à Albany et des changements radicaux dans les vies touchées par le châtiment calculé de Max. L'enquête éthique sur le projet de Wellington Heights s'était transformée en une enquête criminelle complète, la conseillère Torres ayant démissionné suite à des allégations de pots de vin déguisés en achat d'œuvres d'art. Le groupe Westfield s'était entièrement retiré du projet, invoquant l'incertitude réglementaire, mais se remettait en privé des dégâts en termes de relations publiques et d'une possible exposition judiciaire. Le site du centre culturel était abandonné, les équipements de construction avaient été retirés, ne laissant qu'une structure squelettique, un monument à l'ambition effondrée. Brody Harrington était resté en détention, sa libération sous caution lui ayant été refusée en raison de risques de fuite. Les accusations s'étaient multipliées à mesure que les enquêteurs découvraient des preuves de fraude fiscale, de fraude électronique et d'intimidation de témoins. Son image soigneusement entretenue avait été complètement brisée. Ses anciens amis de la haute société et ses relations avec le monde de l'art s'éloignaient à une vitesse remarquable. Tout au long de cette implosion publique, Max garda ses distances, évitant tout commentaire public et toute célébration visible. Il se concentra sur son entreprise, décrocha plusieurs nouveaux contrats prestigieux auparavant réservés à Westfield et entreprit une reconstruction minutieuse de sa vie personnelle. Laurie et Caleb restèrent chez lui grâce à cet arrangement temporaire, même si l'atmosphère, autrefois tendue, était devenue fonctionnellement coopérative. Laurie avait trouvé un emploi à temps partiel dans un centre artistique local, un sérieux recul par rapport à sa fonction de directrice de galerie, mais un début d'indépendance. Caleb était retourné à son ancienne école, renouant peu à peu avec ses anciens amis et réintégrant l'équipe de baseball. Son attitude envers Max était passée de l'hostilité à une attitude proche du respect, même si la chaleur sincère restait insaisissable. Un soir de fin janvier, Max rentra chez lui et trouva Caleb qui l'attendait dans la cuisine, un gant de baseball à la main. « Tu as le temps de lancer quelques balles ?» demanda Caleb, une branche d'olivier déguisée en demande informelle. Dans le jardin, alors que le crépuscule tombait et que leur souffle formait des nuages dans l'air glacial, ils établirent un rythme de pêche à la fois familier et nouveau. « J'ai été admis à l'université » dit Caleb après plusieurs minutes de silence. « Programme d'ingénierie » Max haussa un sourcil, surpris. « Pas Princeton » répondit Caleb en haussant les épaules, lançant une balle rapide qui claqua de manière satisfaisante dans le gant de Max. « Princeton, c'était l'idée de Brody. Jamais vraiment la mienne. » « L'ingénierie est un bon choix » proposa Max d'un ton neutre. Il pensa peut-être à la gestion de la construction. Finalement, le regard de Caleb se posa sur le visage de Max, puis se détourna si cela pouvait intéresser. L'idée, un éventuel futur poste chez Blackburn Construction, planait entre eux comme leur souffle dans l'air froid. Peut-être, admit Max. Après avoir obtenu un diplôme, appris les fondamentaux. Ils lancèrent la balle en silence pendant plusieurs minutes encore avant que Caleb ne reprenne la parole.
J'ai repensé à ce qui s'est passé avec maman, avec Brody. Il a attrapé le lancer de Max, a tenu le ballon, l'a étudié, a cousu. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, sur le fait d'être gêné par toi, par cette vie. Le du courrier est arrivé pour toi, dit-elle en désignant le comptoir d'un signe de tête. Ça a l'air officiel. Parmi les enveloppes, il y en avait une du bureau du procureur. Une demande de témoignage pour Max dans l'affaire de corruption en cours. Il l'a mis de côté sans commentaire. Plus tard dans la soirée, après que Caleb fut couché, Laurie s'approcha de Max dans son atelier où il examinait les plans d'un projet à venir. Les 30 jours sont presque écoulés, dit-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Max leva les yeux. Oui, j'ai trouvé un appartement. Petit mais abordable avec mon nouveau travail près de l'école de Caleb. Bien. Laurie hésita. Bennett a envoyé les derniers papiers du divorce aujourd'hui. Tout est comme convenu. Je les examinerai demain. Max, commença-t-elle avant de s'essouffler. Je tiens à m'excuser. Pas seulement pour Brody, mais pour avoir perdu de vue ce que nous avons construit ensemble. Pour avoir pensé que quelque chose de plus tape à accent grave l'œil me rendrait plus heureuse. Max posa son crayon. Tu ne me dois pas d'excuses, Laurie. Tu as fait des choix. Moi aussi. Tes choix étaient stratégiques. Le dédain désinvolte de façade d'Harrington se fissura, révélant la peur cachée. Tu prétends avoir planifié tout ça. Chaque étape, de l'enquête éthique au retard de Wellington Heights, jusqu'à ton effondrement financier. Calculé, exécuté, achevé. C'est impossible. Personne ne pourrait tout orchestrer. Un bon constructeur anticipe les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Harrington anticipe les imprévus. Il crée une structure qui paraît simple mais qui repose sur des systèmes de soutien complexes. Invisible à l'observateur occasionnel. Harrington le fixa, comprenant enfin la profondeur de ce qui lui était arrivé. « Seigneur, tu es un sociopathe. » « Non, je suis un homme qui protège ce qui lui appartient, qui veille aux conséquences de ceux qui causent du tort, » se leva Max, « quelle que soit la peine que le tribunal te prononcera, souviens-toi de ceci. Ce n'est ni la malchance ni les circonstances qui t'ont amené ici. C'était une réaction délibérée à tes actes. Est-ce censé me faire me sentir encore plus mal? Parce que j'ai déjà tout perdu. C'est censé te faire comprendre. » Max répondit, « Les actes ont toujours des conséquences. » Alors qu'il se retournait pour partir, Harrington l'appela. Ironiquement, s'élevant sur terre. Initialement prévu pour le centre culturel de Harrington avant l'échec du projet Wellington Heights. Le scandale de l'hiver s'était terminé avec l'acceptation d'une négociation de peine par Brody Harrington. 5 ans de prison pour fraude et tentative d'incendie criminel avaient été prononcés. Son empire artistique avait été démantelé, sa réputation irrémédiablement entachée. La conseillère Torres et 2 autres fonctionnaires avaient démissionné, déshonorés. Le groupe Westfield s'était complètement retiré d'Albany, abandonnant ses ambitieux projets de développement. Suite à cela, la ville avait réimaginé le site comme une ressource publique plutôt qu'un centre de profit privé. L'offre de Max, mettant l'accent sur l'accès communautaire, les programmes éducatifs et la conception durable, avait remporté le contrat face à des concurrents nationaux, consolidant la position de Blackburn Construction comme premier constructeur d'Albi. « Ça a l'air bien », dit une voix derrière lui. Max se retourna et vit Caleb s'approcher, habillé pour son emploi à temps partiel au bureau d'études. À 18 ans, il avait grandi, les épaules s'élargissant, le visage perdant sa douceur juvénile. « Des fondations solides », répondit Max, au sens propre comme au sens figuré. « C'est l'essentiel. » Ils se tenaient côte à côte, observant le chantier animé où les équipes se préparaient pour la journée de travail. Leur relation avait évolué au fil des mois. Plus la camaraderie facile d'avant, mais un respect mesuré, fondé sur une compréhension plus claire. « L'exposition de maman s'est bien passée hier soir », dit Caleb sur le ton de la conversation. « 3 œuvres ont été vendues. » Max hocha la tête. Laurie avait recommencé à créer ses propres œuvres, obtenant une place dans une galerie coopérative locale. Leur divorce avait été finalisé sans incident. Leurs interactions se limitaient désormais à des questions pratiques concernant Caleb. Tant mieux pour elle, elle lui demanda si tu pouvais venir à la prochaine. Caleb jeta un regard en coin à son père. Il dit que certaines de ses nouvelles œuvres étaient inspirées par tout ce qui s'était passé. Pas intéressé,
dit simplement Max. Caleb soupira mais ne protesta pas. Il avait appris que les limites de son père étaient non négociables. J'ai parlé au service de gestion de la construction de l'État hier. Le conseiller pense que je peux commencer le programme cet été. Avancer sur les crédits. Bien joué. Max s'autorisa un léger sourire. Leur cours sur les systèmes de construction est une excellente préparation à la pratique concrète. Un silence confortable s'installa entre tandis qu'ils observaient le travail matinal se dérouler. Le béton coulé, l'acier posé, le chaos organisé de la création que Max avait toujours trouvé profondément satisfaisant. « Papa » dit finalement Caleb. La question resta en suspens, s'attendant avec toute la douleur et les ajustements des derniers mois. « Ta mère a fait ses choix » dit Max d'un ton neutre. Elle en subit les conséquences, tant négatives que positives. Elle a son indépendance maintenant, son article. Elle comprend mieux ses priorités, mais pas toi. Non, parce que tu ne peux pas pardonner, affirma Caleb. Non pas accusateur, mais cherchant à comprendre, car certaines fissures sont irréparables, corrigea Max. Une fondation fissurée est définitivement compromise. On peut la réparer, masquer les dégâts, mais elle ne supportera plus jamais le poids pour lequel elle a été conçue. Caleb réfléchit à cette métaphore de la construction. Tellement typique de la vision du monde de son père. Est-ce vrai pour moi aussi? Pour ce que j'ai dit et fait? Max se tourna vers son fils, l'expression s'adoucissant légèrement. La situation était différente. Tu avais 17 ans, influencé par les autres, induit en erreur quant aux motivations et aux conséquences. Nos fondations n'étaient pas détruites, juste tendues. Réparables avec un renforcement approprié au fil du temps. Un éclair de soulagement traversa le visage de Caleb. Alors, on reconstruit. Une structure différente, de meilleurs matériaux, une conception plus honnête. Max posa brièvement la main sur l'épaule de son fils. Mais oui, on reconstruit. Son téléphone vibra, un SMS de son contremaître demandant conseil pour un problème technique. Max désigna le bureau annexe d'un signe de tête. Le devoir l'appelait. Tandis qu'ils traversaient ensemble le chantier animé, Max repensa à l'année écoulée. Il avait perdu son mariage, mais préservé son entreprise. Il avait perdu certaines illusions, mais avait acquis une perspective plus claire. Plus important encore, il avait veillé à ce que ceux qui avaient cherché à l'utiliser et à le rejeter subissent les conséquences de leur choix. Ce soir-là, dans son atelier, Max examina les plans de la deuxième phase du centre d'art communautaire. Sa maison était plus calme maintenant. Laurie vivait à l'autre bout de la ville, dans son petit appartement, et Caleb partageait son temps entre les deux foyers, préparant son emménagement prochain dans une résidence universitaire. La sonnette retentit de manière inattendue. Max l'ouvrit et trouva Ernest Diaz sur son porche. Une bouteille de bourbon à la main. « J'ai pensé qu'on pourrait fêter ça », dit Ernest en levant la bouteille. Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité l'augmentation du financement du centre artistique aujourd'hui. Vos adaptations architecturales ont convaincu même les sceptiques. Max l'accueillit à l'intérieur, récupérant des verres dans la cuisine. Tandis qu'Ernest versait le bourbon, il observa Max pensivement. Tu sais, quand tout a commencé, l'effondrement de Wellington Heights, la chute de Harrington. Je me demandais ce que tu avais orchestré. Max haussa un sourcil, mais ne dit rien. La plupart pensaient que c'était juste le karma. Ernest continua. Les mauvaises personnes subissent enfin leurs conséquences. Mais je te connais depuis assez longtemps pour reconnaître ta méthodologie. Autrement dit, tu n'agis pas à la légère. Tu planifies, tu évalues, tu exécutes avec précision. Ernest leva son verre comme un maître d'œuvre. Max acquiesça d'un léger hochement de tête, acceptant la comparaison. La question qui persiste, dit Ernest, est de savoir si tu regrettes quelque chose. Les dommages collatéraux, ton mariage, la période où Caleb était distant. Aucun regret, répondit simplement Max. Certains prix valent la peine d'être payés pour la clarté et la justice. Ça aussi. Ils burent dans un silence contemplatif avant qu'Ernest ne reprenne la parole. Tu aurais pu accepter l'offre initiale de Westfield, tu sais, vendre ton entreprise, partir et construire quelque chose qui en vaille la peine. Il rangea son téléphone dans sa poche et respira profondément, sans ressentir ni triomphe ni regret, juste la certitude inébranlable qui naît de la vie selon ses principes, quel qu'en soit le prix. Il avait protégé ce qui comptait, rendu justice après une trahison, et en était ressorti intact.
Certains qualifieraient ses actions de froides, calculatrices, voire impitoyables. Max les considérait simplement comme proportionnelles, la réponse naturelle d'un homme qui comprenait que chaque action a des conséquences et qui veillait à ce que ces conséquences soient appliquées avec précision plutôt que passion. Au loin, les lumières d'Albany illuminaient le ciel nocturne au-dessus du fleuve. Demain apporterait de nouveaux projets, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de construire des structures durables, tant physiques que relationnelles. Max les aborderait comme il l'avait toujours fait, avec une planification minutieuse, des matériaux de qualité et un engagement indéfectible envers des fondations solides. Sans oublier, sans pardonner, mais en avançant sur le terrain qu'il a lui-même construit. C'est ici que notre histoire s'achève.